Voir ma... Ouais, on voit ton slide. Ok, parfait. Bon. Bonjour à tous et merci à tous d'être présents et un grand merci aussi à nos intervenants, donc qui sont Louise Pastouré. Louise, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis la cofondatrice du média Les Innovateurs, qui sensibilise le grand public au numérique responsable. Donc on publie des articles régulièrement sur notre service de presse en ligne, une newsletter, et puis on fait également des ateliers sur le terrain pour aller parler du numérique, poser des constats, décrypter ce qui se cache derrière nos écrans, et puis apporter des solutions, des actions concrètes pour reprendre le contrôle sur un numérique qui a un peu tendance à nous échapper. Voilà. Reprendre le contrôle, même en tant que simple utilisateur. En tant que citoyen, citoyenne, absolument. Ouais. Merci. Lydie, Oui, bonjour, merci Marc, merci Louise. Donc je suis Lydie Huon, coach agile chez Yeta. J'interviens auprès de grands acteurs du numérique, à la fois pour travailler sur leur organisation, mais aussi pour les sensibiliser au numérique responsable. Je suis aussi membre actif du collectif Boavista, Qualité durable, et Demain c'est maintenant, en tant qu'organisatrice de conférences à l'Académie du climat. merci. Bruno, Oui, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc moi, je suis responsable du labo IA de Smart Testing, donc un éditeur d'outils de test. Et puis je contribue aux activités du CFTL, en particulier là, on vient de finaliser l'enquête IA 2025. Voilà, donc beaucoup d'IA de mon côté. parfait. Et enfin, Tristan. Bonjour, je m'appelle Tristan Nito. Alors, comment dire, moi, je travaille pour une société qui s'appelle Octo Technologies, qui est un cabinet de conseil et de delivery. Je suis surtout connu pour mon travail chez Mozilla, parce que j'ai cofondé Mozilla Europe, où je suis resté 17 ans, ce qui fait Firefox, le navigateur de vos grands-parents, ou non, j'exagère, mon navigateur, et peut-être le vôtre, ou peut-être celui de vos Le parents. mien aussi. Le mien aussi. Merci, merci du soutien. Voilà. Et je travaille, donc mon titre c'est directeur associé commun numérique et anthropocène. Donc commun numérique, c'est tout ce qui est open source, open data, etc. Et anthropocène, bah, c'est, on va dire, tout ce qui concerne le numérique responsable et plus loin, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire euh, prendre le virage à nos clients et pas que, de façon à ce qu'on vive dans une planète tout simplement habitable dans le futur, plutôt que d'avoir plein de gadgets et les pieds dans le purin, voilà, ou sous l'eau. Enfin bon, voilà, je comprenais le problème. En tout cas, un grand merci à vous quatre d'être là. On va parler qualité et qualité de demain. Donc voilà, la taverne du testeur, on parle souvent test, mais on parle aussi beaucoup qualité, qualité durable. Là, un panel large de personnes qui connaissent vraiment bien le sujet pour parler de vraiment de cette qualité, la qualité de demain. Mais avant de parler de demain, je pense que il faut déjà se poser des questions sur les impacts actuels du numérique. Louise, toi, tu vois quoi comme impact à travers tous les articles que vous mettez dans les innovateurs? Alors, je dirais que nous, on travaille selon trois axes principaux. Il y a évidemment l'impact environnemental du numérique, mais Tristan et Lydie pourront en dire beaucoup plus et avec des chiffres récents. Donc, tout ce côté pollution, tout ce côté consommation de ressources et le problème de la fin de vie, notamment des équipements. Il y a aussi tout ce qui concerne l'impact sur les humains, sur la société, c'est-à-dire que le numérique, il est partout aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Néanmoins, il n'est pas toujours très bien conçu, il a des impacts qui sont parfois extrêmement nocifs. Voilà, il y a aussi des personnes qui n'ont pas les moyens d'y accéder, alors que justement, même par exemple pour faire ces démarches en tant que citoyen et citoyenne auprès des services publics, c'est devenu un passage obligé. Il y a des questions de santé mentale, il y a des questions d'économie de l'attention, un manque de transparence assez généralisé. Et donc tout un tas de problématiques à traiter et des impacts à des niveaux vraiment variés. Voilà. Après, il y a des choses qui marchent aussi très bien
Mais on est là pour malheureusement parler aussi de ce qui ne va pas. Moi, j'ajouterais juste sur le truc de Louise, même si on m'a rien demandé pour l'instant. Enfin, moi, j'ai bossé dans le marketing et la communication, entre autres, et en fait, des gens du marketing, il y en a plein qui sont là pour parler des choses qui vont bien dans les produits qu'ils vendent, et c'est normal, quoi. Mais curieusement, il y a plus personne qui est payé pour parler, pardon, de ce qui va pas. Il y a personne qui va vous parler du fait que les déchets numériques, c'est un enfer à traiter, qu'on sait pas le gérer du tout. Il y a personne pour vous dire, oh, regardez, on fait des mines, on lui fait travailler des enfants, ou bien, regardez toutes les émissions de gaz à effet de serre des cargos entre les mines et la Chine. Oh, regardez la pollution chimique. Non, mais il y a personne qui a payé pour ça, quoi. Donc il y a un moment, c'est un peu triste, mais il y a une vraie différence entre les deux côtés, entre des gens qui sont payés pour vous dire, regardez mon smartphone que ma boîte vend et il est absolument super génial, et il est comme l'année dernière, mais plus, et versus toute l'empreinte, tous les impacts qu'il y a derrière. Et bah voilà, c'est un peu à nous de faire le sale boulot, quoi. Et je dirais pour compléter que c'est important de parler des impacts parce qu'on a encore beaucoup l'impression que le numérique est dématérialisé. On parle du cloud, il y a tout un langage comme ça qui donne l'impression que voilà, c'est un peu magique. En revanche, on sait qu'il y a des terminaux, des infrastructures et tout ça, c'est quand même bien planqué. D'où l'importance aussi de mettre en évidence ces impacts-là. Absolument. On parle de dématérialisation. En vrai, le terme consacré, ça serait plutôt numérisation. Parce que dématérialisation, ça masque toutes les infrastructures nécessaires à faire marcher tout ce bousin. Ouais. Et d'ailleurs, au niveau impact, on a parlé de la fin de vie des équipements, mais quand on regarde l'ADEME, les chiffres qui sont donnés, c'est surtout la construction de ces équipements qui coûte cher. Tu peux nous en dire un peu plus, Lily, ou pas? Oh là, j'ai plus les chiffres en tête, je suis désolée, j'ai pas révisé. Mais en effet, selon les dernières études, la sortie, si je dis pas de bêtises, c'est quelque part en septembre. En tout cas, c'est 2025. Et en effet, tu as un max de ressources qui sont consommées au moment de la fabrication des devices. Donc, en gros, si on va, notre premier geste en tant qu'individu, c'est de garder notre matériel le plus longtemps possible pour justement amortir le coût, l'empreinte écologique de notre matériel. Juste pour peut-être venir au secours de Lydie sur les Merci. chiffres. Après, ça demande à quelle étude tu regardes, et ça dépend aussi ce que tu mesures. Euh, Oui, absolument. il y a quelque chose qui est assez fondamental, et sans vouloir vous faire peur. Quand on parle de ces sujets-là, il faut parler ACV multicritères. Alors bon, j'explique parce que là, je veux pas faire peur à tout le monde. ACV, c'est analyse du cycle de vie. C'est-à-dire, il faut considérer le matériel sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire la fabrication, la livraison, l'utilisation, la réparation, la nouvelle utilisation, et ensuite le recyclage et puis le traitement des déchets. Tout ça, c'est l'ensemble du cycle de vie. Donc c'est pas juste regardez mon smartphone il consomme quasiment rien, c'est pas un problème. Si ton problème, ton smartphone est un problème. C'est vrai qu'il consomme très peu d'énergie, mais par contre pour la fabrication c'est quelque chose de monstrueux, et pour le recyclage il est inexistant. Donc il faut regarder l'ensemble du cycle de vie. Ça c'est la première partie. Et pourquoi multicritères? C'est-à-dire faut pas regarder juste oh mais c'est très peu de CO2. Regardez, puis en plus de toute façon je l'alimente mon smartphone avec de l'électricité nucléaire parce que je suis en France, et donc c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est effectivement peu de CO2. Par contre, quand il a fallu creuser les mines, quand il a fallu transporter les minerais, quand il a fallu les traiter, quand il a fallu fabriquer, etc., tout ça, ça a été alimenté soit avec du diesel, soit avec du charbon, et c'est hyper producteur de CO2. Et ça, c'est juste un problème parmi plein, dont l'utilisation des ressources abiotiques, c'est en fait l'utilisation des minerais, c'est pas renouvelable, les minerais, il n'y en a qu'une planète, elle est là, et quand tu creuses et que tu les balances ensuite à la décharge, bah, tes minerais sont perdus. C'est aussi l'utilisation de l'eau, et l'utilisation de l'eau, en fait, elle est énorme. Par exemple, la nouvelle usine de chez TSMC pour faire des GPU qui est en cours de fabrication.
elle consomme 100 000 tonnes d'eau par jour, rien que pour rincer des circuits. Et ils veulent en faire 4 des comme ça. Tu vois, dans une île, c'est une île qui en plus est frappée par la sécheresse. Et alors qu'elle est menacée par un pays proche qui est la Chine, quoi. Tu vois, donc quand tu es là, tu as le choix entre alimenter tes usines ou alimenter tes rizières et ta population avec de l'eau. Enfin, tu vois, on a un vrai conflit d'usage sur l'eau, et évidemment, comme c'est hyper loin de nous, on a tendance à pas y faire attention, mais c'est un énorme problème. Donc, il y a l'eau, il y a l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, il y a la pollution que ça génère. Tu vois, c'est pas parce que ça te coûte rien que quand tu pollues derrière, parce que l'eau, évidemment, elle est polluée après ça. Eh ben, tu peux pas la réutiliser telle quelle, tu la déverses dans la nature et tu te dis pourvu que ça revienne qu'elle revienne propre, quoi, tu vois. Et ça aussi, ça a un coût, enfin ça a un prix pour la nature, mais ça a pas de coût pour l'homme, tu vois. Bah, il balance ça dans la nature et puis on verra bien ce qui devient, c'est pas mon problème. Donc il faut bien regarder l'ensemble du truc et pas juste ah ouais, mais c'est un smartphone, il consomme 3 fois rien, je peux en changer tous les ans. Je me Et tais. Bon, je parle d'ailleurs, trop. Bruno, j'ai une question. Au niveau recherche, au niveau test, etc., et je pense qu'il y a des études, il y a des groupes qui commencent à s'emparer du sujet. Qu'est-ce qui est fait pour limiter justement cet impact négatif du numérique? Voilà. Je Qu'est-ce qui dirais existe? que historiquement, en tout cas dans le domaine qui est le mien, qui est plutôt software, hein, on est effectivement sur de l'optimisation. Mais l'optimisation, en réalité, hein, elle est, comment dire, elle est l'optimisation des algorithmes dans des fonctions qui, quand même, il y a des trajectoires de consommation de services plus grands et de consommation de besoins de mémoire et de ressources processeurs plus grands. Hein. On est évidemment l'exemple le plus clair là-dessus. Donc moi, de cette partie-là, je dirais, et j'en parlerai un petit peu plus tard, hein, des travaux que nous on mène pour travailler sur des tout petits modèles à l'échelle de ce que sont les très très gros modèles. Mais je dirais que ça ne vient pas contrecarrer les tendances de fond du point de vue du renouvellement rapide du matériel et des questions que vous avez posées avant, quoi. Je crois pas que la recherche en tout cas pas dans le domaine logiciel. C'est peut-être sur d'autres aspects. Mais Est-ce que voilà. Lydie, tu as envie d'embrayer sur un sujet que nous avons en commun ou pas? Sinon, je vais reprendre le micro et c'est terrible. Là, du coup, ça m'évoque plusieurs choses. La première, c'est ce que j'ai appris à la conférence Hublot sur le fait qu'en effet, la phase d'entraînement des IA consomme beaucoup plus que la phase d'inférence. Mais bon, je suis pas une experte sur le sujet et je veux pas m'engluer dans un sujet que je maîtrise pas. Et en revanche, en effet, avec Tristan et un collectif très chouette, chez Boavista, on travaille sur un outil de diagnostic qui va permettre du coup à n'importe qui d'identifier où dans son SI les potentiels d'amélioration sont à moindre effort. Voilà. Je voudrais juste rebondir là-dessus. Merci Lydie. Donc en fait, effectivement, Lydie et moi, on est membres de Boavista, qui est une association qui fait un projet qui s'appelle iRoom. En fait, l'idée, c'est de constater que ça fait 50 ans que alors moi j'écris iRoom tout en majuscule parce que c'est pas un E de électronique, tu vois. En fait ça veut dire Moore, comme la loi de Moore, mais à l'envers, tu vois. Donc voilà, ça vient de là. La loi de Moore, ça fait 50 ans qu'elle structure le numérique. C'est 50 ans qu'on a des nouvelles générations. Et la loi de Moore, en gros, elle dit que la puissance des processeurs double tous les 2 ans. Et ce qui est relativement vrai, qui est de moins en moins vrai. Et malheureusement, elle vient avec une autre loi qui s'appelle la loi de Wirth, qui dit que plus la puissance disponible est grande, plus les logiciels sont lents. Et malheureusement, c'est vérifié. Autrement dit, ce qu'on disait à une époque, c'est tout ce que Intel vous donne, Microsoft vous le reprend.
Mais on le voit, c'est-à-dire que tu avais des processeurs qui augmentaient de vitesse et avec, tu avais des versions de Windows qui étaient de plus en plus lentes. Et c'est encore vrai aujourd'hui, hein, Windows 11, c'est un vrai veau. Donc c'est terrifiant parce qu'en fait, cette puissance qu'on a, elle est gaspillée par des logiciels de médiocrité qui augmentent. Euh, et c'est aussi vrai un peu partout et dans les entreprises. C'est pas juste de l'algorithmique, ça peut être de la qualité du code, ça peut être le type de stockage utilisé, ça peut être l'architecture qui est pas bonne, ça peut être tout simplement la multiplication des fonctionnalités dans une application qui servent à rien, mais bon, on les met quand même parce que ça nous fait plaisir. Et tout ça, ça fait qu'on a des applis de plus en plus lentes, quoi. Euh, et on l'a vu, c'est la fabrication du matériel qui pose le plus de problèmes. Donc, ce qu'il faut, et c'est pas moi qui l'ai dit, il faut arrêter de renouveler notre matériel aussi souvent. Et donc, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des logiciels de plus en plus lents. Combien de fois on entend des gens dire, ah oui, il faut que je change mon ordinateur, mon smartphone, il est devenu trop lent. Mais un smartphone, ça devient pas plus lent, quoi. Et un ordinateur, ça devient pas plus lent. C'est pas vrai. Ça tourne à la même vitesse. Sauf que avec le temps, il y a des mises à jour logicielles et donc dans ces nouvelles versions, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont pas optimisées parce qu'on a autre chose à faire que de les optimiser. Et donc on se retrouve à mettre sur du matériel dont les capacités n'ont pas changé, à mettre du logiciel de plus en plus gros et de plus en plus lent et de plus en plus mal fait. Et donc, le nouveau logiciel, il n'est pas adapté à l'ancien matériel, et donc on change le matériel qui, dans 80%, fonctionne encore. C'est juste dingue, quoi. C'est-à-dire qu'on a hyper pollué pour fabriquer le matos, et alors qu'il fonctionne encore, on le jette et on en refabrique un autre. C'est une incroyable aberration, juste parce qu'on a été feignant sur la qualité du logiciel. Et c'est ça qu'on essaye de changer avec l'approche e-room, donc Moore, mais à l'envers, qui vise à regarder tous les endroits où en fait les logiciels ont été mal conçus, et ça arrive, hein, parce que les logiciels sont pour l'instant encore faits par des humains, et donc errare humanum est, comme disaient les latins, qui pourtant faisaient pas de numérique à l'époque, eh bien l'erreur est humaine, et donc on met des erreurs dans les logiciels, on les écrit mal, et donc ils se traînent, et que si on avait fait du travail de qualité, on pourrait faire tourner ces logiciels 10, 100 ou 1000 fois plus rapide. Moi, dans mes confs, j'ai un exemple que je donne avec un collègue qui a fait tourner son logiciel 5400 fois plus vite, quoi. Juste, alors, on peut le féliciter, ce garçon, ce que je n'ai pas manqué de faire, mais et quelque part, jusqu'à ce qu'il le répare, son logiciel, il gaspillait 5400 fois trop de ressources, quoi. Et ça, c'est insupportable. Et je vais essayer de me taire à nouveau. Voilà, excusez-moi. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, moi, mon téléphone, la Pro, il n'est pas trop lent. Il fonctionne encore très bien. Mais je ne peux plus utiliser d'application dessus parce qu'il dit qu'il est trop vieux. Et les mises à jour logicielles me disent, ben non, vous ne pouvez pas. J'ai encore mes notifications qui disent dessus. Quand je vais dessus, il y a marqué mettez à jour. Quand je vais pour mettre à jour sur le store, il y a marqué vous ne pouvez pas mettre à jour. Oui, Voilà. il y a une optimisation, enfin, il y a aussi une obsolescence logicielle qui va de pair parce que il y a des nouvelles versions du système d'exploitation qui amènent des nouvelles API et bon, en fait, ils ont décidé qu'ils en avaient rien à cirer de te forcer à changer de matériel. Mais tu vois, moi, alors bon, je mets mon doigt pour pas qu'on voit la pomme, mais sur mon téléphone, il y a des vignettes Ouais. qui indiquent que mon téléphone, il entame sa 5e année. C'est comme, je sais pas, ça vous êtes Moi, trop c'est jeune. sa 8e. Là. Voilà, bravo. Le mien marche encore, donc j'espère le garder au moins encore un an de plus pour éviter d'avoir en fabriqué de nouveau. Et Déjà 5 ans, d'ailleurs, c'est pas mal, mais faut faire plus, hein. d'ailleurs, l'âge des smartphones, parce qu'on a beaucoup parlé d'impact environnemental, mais aussi de l'impact humain, positif et négatif. Hein, s'il n'y avait pas d'impact positif, j'espère. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces impacts humains, Louise, parce que je pense que tu es sûrement la mieux placée d'entre nous pour en parler. Ils sont assez variés. Déjà, si on part du point de vue de l'inclusion, c'est-à-dire le web partout, c'est pour tous, enfin tous et toutes, on en vient tout de suite à la question de qui fait le web, pour qui, où sont les femmes, où est la diversité, et quel genre de web on veut pour l'avenir. Il y a la question de l'accessibilité, c'est-à-dire permettre à tous et à toutes d'accéder aux outils et services numériques, qu'ils aient des problématiques liées à une situation de handicap, à un manque de maîtrise de ces outils-là,
ou alors une question d'âge, voilà. Et ça, c'est des choses, quand on les met en place, ça, pour moi, c'est quelque chose que j'intègre aussi dans la qualité, mais on en reparlera peut-être plus tard. C'est des choses qui bénéficient à tous de toute façon. C'est-à-dire qu'on prend souvent l'accessibilité comme, il y a une personne, par exemple, malvoyante, je voudrais qu'elle puisse accéder à certains contenus, mais en fait, ça va bénéficier à l'ensemble de la population. Voilà, pour ces thématiques rapidement liées à l'inclusion. Après, il y a tout ce qui a trait aux impacts que j'appellerais éthiques. Alors, c'est un mot vraiment très vaste, mais ça va être, par exemple, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle, voilà, qui est un outil assez extraordinaire, mais qui possède aussi des défauts, qui a entraîné sur des jeux de données qui sont encore une fois, qui viennent de l'humain, avec nos failles, et c'est des choses qu'on va intégrer dans la machine, qui peut reproduire des biais, qui peut aussi halluciner, voilà, sortir des informations qui sont fausses, avec derrière une technologie qui est de plus en plus adoptée par tous, par des jeunes aussi, hein. On échange avec, par exemple, des professeurs dans les établissements d'enseignement public qui nous disent que les collégiens et les lycéens, aujourd'hui, ils sont persuadés que l'IA a toujours raison. Par exemple, vraiment, c'est un retour qu'on a eu, parce que c'est une machine et qu'une machine ne peut pas se tromper. Voilà. Donc, il y a aussi une espèce de construction d'un genre de légende autour de ces machines-là, de ces outils-là, qui me paraît quand même problématique à différents niveaux, hein, pour l'avenir. Louise, peut-être juste Oui. un exemple sur la notion de biais, on ne se rend pas bien compte, mais franchement c'est grave. Moi j'ai une illustration que je montre en conférence où c'est une main qui tient un outil. En fait, cet outil, c'est un genre de thermomètre numérique. En fait, c'est un truc, ça permet de mesurer la température à distance. Donc, cette main, quand tu la soumets avec l'outil, quand tu la soumets à une IA et que cette main est blanche, eh ben elle te dit, ben oui, alors ça c'est une main et ça c'est un outil, tu vois. Et quand tu prends cette main et que tu la noircis avec une peau noire, eh bien tu la soumets à l'IA et l'IA te dit, ah oui, c'est une main avec une arme de poing. Tu vois le biais en fait qui est associé la couleur de peau au fait que il reconnaît pas un outil, il pense que c'est une arme de poing, mais en fait c'est du racisme digital quoi, si tu veux, et ça qui vient de données avec lesquelles on a nourri l'IA et qui ressortent, on a éduqué l'IA comme ça si tu veux, alors que c'est, enfin pour moi c'est absolument inacceptable quoi, et donc ça a un Ouais. impact pour des personnes racisées dans la vraie vie quoi, tu vois, c'est pas Complètement. Et alors, il y a à la fois le côté catégorisation négative de certaines populations qui sont liées à nos stéréotypes intégrés qu'on a transmis à la machine, exactement ce que tu dis. Et il y a aussi les problèmes de reconnaissance. Par exemple, un homme blanc sera, je sais plus, je me souviens plus des chiffres, mais tout de suite reconnu en passant devant une caméra intelligente. Une femme noire, les pourcentages de reconnaissance, juste détection, chutent drastiquement. Donc oui, effectivement, parce on est qu'en fait, d'accord que dans ça. le jeu de Ouais. données originel, il y avait surtout des hommes blancs parce que Voilà. c'est parce que c'est eux qui font les logiciels, voilà. Mm. Et c'est dramatique. Alors qu'à Ouais. l'inverse, si tu veux, il faut quand même voir que l'entraînement des IA, c'est-à-dire que elle est paradoxalement faite dans des pays d'Afrique anglophones, donc, où en fait les jeunes diplômés sont complètement paupérisés parce que ce sont des tâcherons du clic à qui on confie l'entraînement des IA, quoi. Mais c'est juste du n'importe quoi. Ouais, Ouais. tu parles des data workers. Voilà, exactement. Les data Mm. workers, c'est les oubliés de l'IA, c'est ça? Ou comment ça Oui, s'appelle en effet, le ouais. documentaire C'est ça. que je vous recommande. J'ai les moyens de le voir. Voilà. Absolument. Je pense qu'on a parlé des biais induits par l'IA. Je pense qu'il y a aussi tout un effet qui est pas du tout désirable autour de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'a pas suffisamment le recul pour critiquer ce que la matière que l'IA nous apporte, comme tu l'as dit, les jeunes populations vont croire absolument tout. Sauf que c'est quelque chose qu'il faut questionner tout le temps. Alors, c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour tout ce qu'on va retrouver sur Internet, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est à
2 ans d'usage de l'IA. Et donc, du coup, l'IA a produit plus que l'humanité en 15 ans, à 2 ans d'usage, ce qui est énormissime. Ça veut dire que quand on va se balader sur Internet, la moitié de l'Internet, c'est produit par l'IA. C'est grave. Oui, parce que c'est mauvais, parce que enfin, la qualité est exécrable. Et l'IA Tu... s'auto-alimente, du coup. Bah oui. Ouais, ouais. C'est comme faire des photocopies de photocopies, tu vois, le résultat, il est pas super bon. Ouais, c'est sûr que ça soulève un certain nombre de problématiques aussi après en termes de désinformation, de manipulation, d'influence. Alors là, après, on en vient à des questions de démocratie, Absolument. voilà, de géopolitique, des choses qui peuvent potentiellement bouleverser la marche du monde. Euh, mais, euh, mais oui, ce côté, l'IA s'auto-alimente elle-même, et puis ce qu'on appelle l'AI slop, la bouillie d'IA qui se déverse comme ça sur les réseaux, sur Internet. Après, ça redonne aussi foi en la qualité du travail que peuvent fournir les humains et les humaines, justement pour dire, mais voilà, regardez euh, ce qu'on peut faire de bien et ce qu'on peut faire de mieux. Pourquoi pas en étant assisté par l'IA aussi à certaines étapes, hein. Mais c'est incomparablement meilleur aussi. En quoi, en fait, euh, cette soupe de l'IA pour faire de la désinformation serait plus dangereuse que la désinformation qu'on a sur des réseaux sociaux ou sur des sources d'information complotistes. Bah, en fait, c'est beaucoup plus facile de faire de la bouillie IA. Tu appuies sur un D'accord. bouton et ça t'en débite au kilomètre, quoi. Alors que si tu dois faire bosser des humains pour raconter des conneries, bah, en fait, faut payer les humains, ça prend, ils écrivent pas super vite, etc. Donc, en gros, la qualité chute parce que tu dilues les choses intelligentes dans un océan de bouillie. Et tu ruines la planète au passage. Ouais, il y a une Ouais, moi notion je de volume, compléterais, clairement. pardon, je t'en Non, prie, Lise. vas-y, Louise. Non, En fait, je compléterais avec le risque des deepfakes, surtout à des Mm. moments stratégiques d'élection, avec des politiciens ou politiciennes qui se voient en train de dire ou faire des choses qu'elles n'ont jamais dites ou faites, et une fois que la bombe est lâchée, c'est trop tard et ça peut leur faire perdre des élections. Enfin voilà, il y a quand même aussi un gros risque par rapport à ça. D'accord. Euh, T- c'est T'imagines 2 jours avant les élections, enfin avant l'élection présidentielle, tu vois un des candidats qui est dans des positions compromettantes, enfin ou qui fait un truc illégal Mm. mais et qui est faux, tu vois. C'est un deepfake et c'est quand même super bien fait et c'est 2 jours avant l'élection, quoi. Et tout d'un coup, cette personne est discréditée, quel que soit son bord, tu vois. Euh, bah, le machin s'emballe et cette personne perd l'élection, quoi. C'est hyper dangereux pour la démocratie. Ouais. Donc c'est compliqué quand même de parler qualité de demain sans parler d'IA. Euh, Bruno, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement comment fonctionnent tous ces LLM? Parce que c'est pas quelque chose de simple. On connaît les effets, mais si on veut amoindrir les mauvais effets et accentuer les bons effets, il faut avoir un minimum de compréhension de la machine. Oui, donc les perspectives que je vais apporter, enfin les éléments que j'apporte sont beaucoup plus voilà, ancrés dans l'automatisation finalement des activités de test. Mais pour moi, vous voyez, c'est une continuité, c'est-à-dire que il y a 20 ans, je travaillais sur des algorithmes de génération automatique de tests à partir de modèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir d'une représentation, par exemple, du parcours applicatif, eh bien, on savait automatiser la conception des tests avec de l'IA qu'on appelle symbolique. Et, euh, et c'est des choses qui sont utiles, qui permettent d'assurer la couverture, par exemple. Donc, vous voyez, du point de vue, je dirais, de l'ingénieur, hein, c'est-à-dire comment cette science pour l'ingénieur qu'est le test, elle peut bénéficier de l'IA. Pour moi, l'arrivée de l'IA générative, ça a été finalement une technologie supplémentaire à notre arc, qui effectivement, dans un cadre sociétal, bah, c'est celui que vous exprimez, mais dans un cadre technique, pour résoudre finalement, simplifier des tâches pour l'utilisateur, eh bien, s'inscrit assez naturellement. Donc, vous voyez, l'arrivée de l'IA générative a permis de s'appuyer sur des modèles préentraînés
Prenons l'exemple de cas de test on veut dans un format particulier ou de user story, hein. Donc, si on parle de cas de test dans un format particulier qui peut être le given when then, donc étant donné que je suis dans telle situation, lorsque je fais ça, alors j'obtiens ça, eh bien ces modèles préentraînés donnent la capacité à produire donc des cas de test de façon sous le contrôle de l'humain, mais de façon extrêmement pertinente. Donc l'IA générative, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis d'exploiter la construction donc de modèles préentraînés, donc ayant acquis toutes ces données et permettant d'aller plus loin dans l'automatisation. Et du coup, Ouais. par rapport aux échanges et notamment Iroom qu'on a eu tout à l'heure, au niveau consommation, actuellement, c'est des choses qui sont assez effrayantes, des chiffres Oui, que l'on c'est a. ça. Comment ça Alors, moi, fonctionne? j'ai une vision assez positive de l'avenir de ce point de vue-là, dans la mesure, mais qui est une vision d'ingénieur, chercheur, dans la mesure où ce qu'on est capable de faire avec des très gros modèles, hein, avec les modèles que vous connaissez, hein, les GPT-5 et les grands modèles des grands fabricants, qui est très puissant. Nous, à Smart Testing, enfin en tout cas au labo, on le reproduit avec des modèles très petits que l'on va spécialiser sur une tâche particulière. Par exemple, cette tâche, je travaille depuis maintenant 2 ans on travaille sur la partie exécution automatique des tests manuels, vous voyez, c'est-à-dire comme un testeur humain qui est capable d'agir sur l'interface et de voir ce qui se passe. Eh bien, avec des très petits modèles, on sait identifier, par exemple, remplir le champ nom ou l'adresse. On est capable d'identifier à quel endroit de l'écran et derrière, de façon automatique, d'aller agir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est en train de se mettre en place dans les labos, c'est effectivement des agents IA utilisant des petits modèles ou très petits modèles, suivant la tâche spécialisée, et qui vont, je dirais, amoindrir les impacts. C'est-à-dire que c'est très différent d'utiliser ces modèles généralistes qui ont été entraînés effectivement sur des quantités hallucinantes de données et de prendre un petit modèle spécialisé, de le renforcer sur une tâche et de l'exploiter pour dans un workflow d'automatisation, si vous voulez, d'automatisation de l'activité. Donc, je dirais que d'un point de vue des activités spécifiques que l'on va chercher à renforcer, à automatiser, hein, suivant le cas, eh bien, graduellement, on va maîtriser une partie de cet impact. Mais évidemment, lorsque on est sur les grands modèles, là, évidemment, on ne sait pas faire ça, hein. Mais vous voyez, le paysage est peut-être plus contrasté qu'on le croit. Et mon vécu de terrain, hein, c'est celui de voilà, on a cette capacité à maîtriser cet Euh, impact. tu, Pour partie, hein, je veux dire pour partie. Tu pourrais donner les ordres de grandeur en nombre de paramètres, hein. Je pense que ça peut être suffisant entre les très gros modèles et les très petits. Ouais, c'est de 1 à 1 million, hein. C'est-à-dire c'est 1 million de fois plus la taille alors ça veut pas dire 1 million de fois plus de consommation pour la même tâche, parce que les exécutions, les inférences sont optimisées, comme Lydie parlait des inférences vis-à-vis de l'entraînement. Mais le rapport de taille, il est de celui-là. Donc, quand même, beaucoup de choses vont avec la taille, hein, des modèles, du point de vue des données, du point de vue de la mémoire nécessaire, du point de vue des cartes graphiques, enfin, qui sont nécessaires. Donc, on est vraiment dans un rapport entre, voilà, il y a de cet ordre-là, hein. Donc, c'est quand même considérable. Ouais, non. D'un point de vue Considérable. performance et consommation de ressources, parce que même si, entre guillemets, euh, on a enfin 1 million de fois moins de paramètres, ça fait quand même 1 million de fois moins de ressources physiques, je suppose, à Alors, avoir. non, non, c'est pas de cet ordre-là, hein, mais je peux pas donner là pour 2 raisons, hein. La première, c'est que les choses sont pas stabilisées, mais la deuxième, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de transparence sur
les coûts réels des requêtes que l'on fait avec les grands modèles. Lorsque vous utilisez GPT-5, par exemple, en mode agent, c'est-à-dire en réalisant des tâches pour vous, il n'y a pas de transparence sur la réalité de ce que ça a vraiment coûté, quoi, en énergie, de l'impact global de l'activité. Donc ça aussi, c'est aujourd'hui un frein dans la comparaison. Mais ce qui est, par contre, avec ces petits modèles, on sait exactement dire qu'est-ce qui a été consommé, combien de temps le GPU a tourné et quelle est exactement la consommation donc en watts qui a été réalisée sur une tâche. Mais c'est pas vrai pour les grands modèles Les aujourd'hui. grands modèles, tu les fais tourner dans un data center, et alors que tes petits modèles, tu les fais tourner sur un gros PC, quoi. On peut dire ça? Oui, alors donc ces petits modèles hein, qui peuvent faire 2 milliards de paramètres, entre 2 et 7 milliards de paramètres, hein, on va dire, et ils peuvent tourner sur un CPU robuste ou sur la carte graphique de ton PC. Puisque maintenant les PC ont cette carte graphique-là. Donc c'est aussi un des objectifs, c'est-à-dire de pouvoir traiter localement la donnée, qu'elle reste résiduelle, hein, qu'on l'exporte pas aux États-Unis ou dans des grands centres de données. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on arrive à faire les mêmes choses aujourd'hui. Hein, si je vous disais ça, c'est faux. Mais ça veut dire qu'en perspective, oui. À nous, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Et je crois que c'est tout à fait l'avenir d'une partie de l'IA, c'est-à-dire d'avoir effectivement optimisé les assistants IA, les agents IA, hein, suivant les architectures, de telle façon qu'ils puissent être opérés localement, rester localiser la donnée, et puis avec des impacts maîtrisés. Et d'ailleurs, en parlant d'impact, Louise, au niveau accessibilité de l'information à des services et autres, quel est à peu près l'impact actuel que tu vois du LEA? Moi, je sais que Julien Cahu m'a fait part d'une personne qui est malvoyante, ne pouvait pas accéder au site des impôts parce que CAPTCHA, et que Ouais. justement, grâce à ChatGPT en l'occurrence, elle avait réussi à passer le CAPTCHA. Donc du coup, elle était devenue autonome grâce à ChatGPT. Donc ça, c'est un Ok. exemple positif. Ouais. Il y a d'autres exemples négatifs. Si on part sur des trop gros modèles, est-ce qu'on est à vraiment accès, tout ce qui va être paiement et autres. Donc de manière globale, quels sont les impacts de l'IA sur les utilisateurs, les citoyens et citoyennes? En termes d'accessibilité au contenu sur le web? Par exemple, accessibilité ou d'autres sujets, si tu veux en parler. Voilà. Bah, Est-ce que, je... voilà, est-ce que l'IA va rendre les choses plus accessibles ou moins accessibles pour les personnes lambda? Difficile à dire. Enfin, là, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Je pense que ça peut être utilisé à ces fins-là. Euh, Après, si on en revient à l'accessibilité de l'information, comme l'a dit Tristan, il y a cette tendance à. C'est les Américains qui ont une expression pour ça. Ils disent flood the zone with shit. Ça a vraiment noyer l'info sous. Pas tous les Américains, un en Pas tous. particulier. Non, Ouais, non mais c'est pas le plus recommandable. voilà. Et donc, il y a, au-delà de l'accessibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap, il y a cette accessibilité-là au contenu de qualité sur le web, tout simplement. Et là, on en a dit un mot, je suis pas sûre que l'IA soit vraiment la solution, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ta Non, question. Ouais, mais j'ai deux petites anecdotes sur le sujet. Un, j'ai des copains de Mozilla qui utilisent de l'IA en local. Donc un petit modèle qui permet, alors pour l'instant c'est que dans des PDF, mais qui permet de reconnaître des images et de mettre dans la lecture de PDF des textes alternatifs aux images qui sont générés par de l'IA localement. Donc si tu veux, c'est pas beaucoup de ressources, etc. C'est un peu expérimental, mais c'est assez intéressant comme piste parce que, évidemment, quand tu es dans une situation de handicap, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, mais le numérique, pour peu qu'il soit adapté, ben, en fait,
hyper utile. Enfin, c'est un peu ta bouée de sauvetage, quoi. Et ça serait mieux si elle n'était pas crevée, ta bouée de sauvetage. Voilà. En tout cas, l'IA pourrait t'aider à mettre une rustine sur ta bouée de sauvetage. Alors, ça veut pas dire que c'est un chèque en blanc pour faire de l'IA à tous les étages, hein. Mais il faut être lucide sur le fait que ça peut être aidant. Et j'ai vu aussi, moi, j'ai des gens que je fréquente qui sont très dyslexiques et dysorthographiques et qui ont du mal en fait à utiliser des outils qui sont de saisir au clavier, tu vois, et de faire une recherche. Parce que quand tu fais beaucoup de fautes d'orthographe, les moteurs de recherche, ok, Google il te corrige, mais bon, à un moment il sait pas faire quoi. Quand les vois ils utilisent plus facilement ChatGPT parce que tu as une recherche vocale, tu as une synthèse vocale pour lire le rendu. Alors, la consommation est phénoménale, mais néanmoins, c'est aussi un outil d'accessibilité. Donc, si tu veux, j'ai pas de réponse définitive en disant attention, l'IA, c'est absolument mal. Non, c'est comme disait Stigler, c'est un pharmacone, c'est-à-dire que c'est une substance qui à la fois remet des poisons et ça dépend quelle quantité tu utilises. Ouais, on est sur quelque chose d'assez complexe, à plusieurs facettes, un peu comme la qualité. Alors là, on arrive sur le sujet de la table ronde. Voilà. La qualité a beaucoup de facettes. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que voudra dire un logiciel ou un service numérique de qualité demain. Et d'ailleurs, je parle de service numérique et pas forcément de logiciel, et il y a une raison pour ça. Je pense que Lydie, tu définiras bien un service numérique. Voilà. Je suis pas certaine de savoir où tu veux en venir, mais la notion de service numérique, c'est comment délivrer une valeur à nos utilisateurs, tout en prenant soin des personnes qui constituent ce service. Et du coup, quand on parle de valeur, c'est de bout en bout au moment où l'idée pop dans la tête des créateurs et des métiers jusqu'à sa fin de vie. Donc il y a en effet, ah si, ça y est, je vois où tu veux en venir. C'est du coup un produit qui va avoir tout un cycle de vie à entreprendre. Donc du coup, c'est de la qualité à réfléchir à tous les niveaux de son cycle de vie. Et donc du coup, quel est le lien avec le numérique responsable et la qualité de demain? Je dirais que c'est surtout faire en sorte qu'on produise exclusivement ce qui est utile, utilisable et utilisé. Donc c'est s'assurer aussi que c'est utilisable déjà. Et est-ce que ça répond véritablement à un besoin qui ne peut pas être répondu de façon low-tech, par exemple? Donc ça, c'est ce genre de questionnement qu'on peut amener aussi par eRoom sur des produits qui existent déjà. Est-ce que c'est pertinent de le garder? Parce que le maintien en service a un coût aussi. Donc, donc qualité de demain, ça serait déjà potentiellement de diminuer les impacts négatifs, au moins sur l'environnement, dans ces cas-là. Sur ce qui existe déjà, oui, c'est diminuer. Et puis, sur ce qui n'existe pas encore, c'est carrément ne pas le construire. C'est se poser la question de est-ce que c'est véritablement utile de le mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que ça fait gagner à l'humanité? Et qu'est-ce qu'on y perd si on le fait pas? Et est-ce que vraiment, enfin, c'est vrai, c'est une balance en fait entre est-ce que tout ce que ça va nécessiter comme ressource à mettre en œuvre vaut le coup de cramer cette ressource? Alors, quand je parle de ressources, c'est au sens large, hein. On va parler de ressources abiotiques, on peut parler aussi de jus de cerveau, hein, et d'argent, du coup. Ok. Et du coup, Bruno, toi, comment tu vois, alors là, tu étais plus sur le logiciel, le dématérialisé, mais comment tu vois tout ce travail d'un point de vue test, hein, on est là pour mesurer la qualité. Qu'est-ce qui va être mesuré? Quels vont être les éléments qui vont faire que, oui, on arrive à avoir un service numérique qui a de l'adhésion et qui va être considéré de qualité? Je pense qu'on est dans la continuité, hein,
de la montée en puissance du non fonctionnel qu'on a constaté depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire préoccupation effectivement sur les performances, l'accessibilité, l'utilisabilité et maintenant aussi l'impact et le coût. Donc il y a une prise de conscience enfin, vous en êtes les promoteurs, clairement, vous en êtes les porteurs, cette prise de conscience. Donc c'est vrai que dans ce tout que forme la qualité, ce qui est remarquable, c'est la prise de conscience que le fonctionnel ne fait pas tout, quoi. Moi qui suis un technologue, ils en connaissent les travers, ils me soignent, mais voilà, vous connaissez ce que c'est, ça revient vite. Donc on a compris ça quand même, que ok, la tech pour la tech c'était bien, c'est sympa et on peut se faire plaisir, mais c'est pas le donc c'est un ensemble d'éléments. Donc je crois beaucoup à ça. Et pour moi, c'est une continuité. C'est-à-dire que la prise de conscience du non fonctionnel, c'est-à-dire de l'ensemble et de l'humain, puisque le non fonctionnel, c'est quand même beaucoup de l'humain, c'est ascendant et voilà, vous en êtes les promoteurs. Donc c'est ça ce qui enfin, en tout cas, je l'espère. Je l'espère parce que, comme vous savez, c'est pas écrit, quoi. Donc c'est à nous de le construire. C'est ça que je veux dire. Et, et Luis, toi, qu'est-ce que tu vois à travers toutes tes interviews sur comment évolue le comportement des utilisateurs et qu'est-ce qui pourrait les rendre un logiciel euh, de qualité pour ces utilisateurs? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont adhérer ou pas à un service numérique? Bah, alors là, c'est vrai qu'on échange entre personnes renseignées et avec une certaine sensibilité sur ce qu'il y a derrière les écrans. Mais en fait, quand on regarde un utilisateur ou une utilisatrice qui se rend sur un site internet, c'est des personnes la plupart du temps qui sont pas au fait de voilà toutes ces thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Et tout de suite, par exemple, il va y avoir la question du cookie wall qui arrive. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, une chance sur deux, mais dommage, généralement, moi j'ai vu quand même beaucoup plus de gens qui cliquaient sur j'accepte. C'est-à-dire déjà, par exemple, sur cette simple thématique-là, une méconnaissance des enjeux. Et il y a de la sensibilisation à faire sur ces choses-là. Par exemple, transposé à la vie réelle. Quand on voit, je vais sur un site pour chercher une recette de gâteau au chocolat, et là on me dit le site machin truc Eno 729 partenaires, voilà, vous demande l'autorisation de installer tant de cookies sur votre machine, votre navigateur. Je me dis bon, si j'allais dans une librairie, que j'ouvrais un livre, que je regardais la recette du gâteau au chocolat, j'ai pas 729 personnes qui regardent par-dessus mon épaule pour chronométrer combien de temps je passe sur la page en question et puis ensuite aller voir si derrière je vais chercher la recette de la tarte au citron. Voilà. Donc, Et qui en plus vont te taper sur l'épaule en disant: Madame, vous voulez acheter mon moule pour gâteau au chocolat? c'est ça, et complètement. Voilà, donc tout ça, c'est des choses à expliquer. Voilà, ce qu'on fait tous et toutes, chacun à notre niveau, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. Mais je crois que au-delà des aspects business, des impératifs aussi qu'on peut avoir en tant que professionnel avec une hiérarchie, des contraintes techniques, etc., il y a se remettre à la place de l'utilisateur ou de l'utilisatrice et être dans revenir à du bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais avoir moi comme expérience et qu'est-ce qui est désagréable. Par exemple, les cases précochées, les publicités à gogo, les cookies à foison, voilà, tout ça, c'est des choses qui paraissent normales et ne le sont pas. Et voilà, il y a à la fois une information et une éducation à faire du côté des utilisateurs, et puis on espère de plus en plus de professionnels qui vont prendre conscience de ces enjeux-là et parler à leur équipe, parler à leur hiérarchie et faire en sorte que tout soit plus vivable. Et par exemple, moi, un outil que je trouve très bien, c'est l'index de la conception responsable des designers éthiques, qui est vraiment hyper pratique et qui passe en revue vraiment tout le site, à absolument tous les niveaux, pour dire ok, ça c'est cool, ça c'est pas cool, voici pourquoi, des exemples ou contre-exemples. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, justement. D'ailleurs, on parle des cookies, mais les cookies, c'est de plus en plus difficile à éviter, hein. Des fois,
ne pas accepter les cookies, c'est du blanc sur du blanc, hein, parce que c'est pas drôle sinon. Ou quand on refuse, il y a marqué soit vous acceptez les cookies, soit on vous rançonne 2 euros parce que vous avez cliqué sur un truc qui disait allez voir mon truc, il est trop bien. Voilà. Euh, du coup, on est sur du Ouais, dark du dark pattern. pattern. Voilà. Ouais, Vas-y, complètement avec le Et c'est petit illégal. lien, ouais, tout refuser en minuscule et un énorme bouton j'accepte. Voilà. bah, de ce que j'ai compris, il y a même un truc, l'UE, qui a dit Ouais. maintenant, vous avez le droit de ne pas donner accès à l'information si les gens si les gens n'acceptent pas d'être le produit en acceptant les cookies. Alors qu'au final, euh, rien que quand je vais sur leur site, je me tape quand même leur pub, cookie ou pas. Donc, voilà. Là, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et les dark patterns, on les voit là, mais on les voit ailleurs. Et donc, déjà, je parle depuis tout à l'heure de dark pattern. Est-ce que Lydie ou Louise, vous pouvez un peu définir ce que c'est un dark pattern et parler de leurs impacts? Ouais, allez, je me lance. C'est une façon de pousser les gens à exécuter quelque chose pour lequel ils n'avaient pas l'intention à la base. Ouais, dit simplement. Et plus brutalement, c'est du marketing et une forme de pousser à l'achat ou de pousser à un comportement qui va favoriser une action, une marque, une entreprise. Et une petite traduction, ça veut dire design douteux. Oui. Du coup. Et du coup, ça, est-ce que ça joue pas sur, parce que tu as parlé de surconsommation, sur l'impact environnemental du numérique et sur d'autres sujets qui sont plutôt négatifs, et notamment vis-à-vis des performances. Tristan, au niveau des performances, on a un peu une vision de... En fait, s'il n'y avait pas tous ces dark patterns, mon truc, il irait 2 ou 3 fois plus vite. Alors, j'en sais rien. Moi, j'ai pas connaissance d'une étude qui irait dans ce sens-là, mais c'est évident que bah, il faut les maintenir ces pop-up, etc. Et la collecte de cookies, forcément, ça prend de la place, ça fait du trafic réseau, ça augmente la taille de ton DOM dans ton navigateur. Enfin bon, il y a plein de d'indices qui nous laissent que penser que effectivement, bah, ça rajoute de la charge. Moi, pour revenir plus largement au thème de la qualité de demain, moi, je voudrais juste m'assurer. Alors déjà, on va enfoncer le clou de l'accessibilité parce que pour moi, c'est une évidence, mais c'est visiblement pas le cas pour tout le monde. Euh, un service, il est de qualité s'il est accessible, quoi. Voilà, point barre, il faut le dire. Crac, c'est fait. Et deuxièmement, moi, quant à l'avenir de la qualité, il y a un truc que j'aimerais vraiment voir arriver, c'est des tests de performance au fur et à mesure enfin de l'évolution de la vie du service. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un check-in, et que tu rajoutes une nouvelle fonctionnalité, bah, en fait, tu es pas en train, sans le savoir, de forcer 100 000 utilisateurs à acheter leur vieil iPhone 11 parce que en fait tu dépasses les capacités de leur machine, enfin ou leur iPhone ou leur PC ou leur Mac ou je ne sais quoi quoi. Tu vois, et ça le développeur il se rend pas compte que tiens il y a cette API que je vais pouvoir utiliser, il s'en sert et craque, et ben ta marque qui a un smartphone qui a 8 ans et qui maintenant ne peut plus se servir de cette application, ne peut plus faire de mise à jour parce qu'il a une version d'Android trop vieille. Et ça, c'est inacceptable. Et malheureusement, c'est compliqué pour un développeur de savoir ce genre de choses, quoi. Donc, je sais pas comment on peut trouver cette boucle de rétroaction pour faire que, au moment où il fait un check-in de code, qu'il utilise une API qui est récente et qui donc condamne à la décharge des milliers ou des centaines de milliers de terminaux
que donc on va devoir racheter, et que donc il va falloir fabriquer, et que donc ça va impliquer la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, etc. Alors qu'en fait, il a peut-être pas besoin de cette API. Peut-être qu'il peut faire autrement, et peut-être qu'il peut faire une solution low-tech, tu vois. Peut-être que envoyer des messages, des textos, des SMS à un utilisateur, c'est suffisant plutôt que de lui demander d'avoir une application mobile top moumoute qui ne marche que sur l'iPhone 17 et qui exige pardon, une connexion 5G, quoi. Tu vois, il faut que ça rentre un peu dans la tête des gens que non, c'est pas parce que c'est moderne et exclusif, justement, quand c'est exclusif, ça exclut et il faut pas, quoi. Il faut au contraire que ça tourne un maximum sur un maximum de terminaux pour que tout le monde puisse s'en servir et sans avoir à cracher au bassinet pour un nouveau smartphone ou un nouveau terminal. Et ça, le mettre dans les tests, tu vois, ça serait super intéressant au niveau de la performance, au niveau de la compatibilité des terminaux, de façon à éviter à ce que le numérique pollue inutilement, quoi. À part si c'est pas complètement inutile, ça enrichit les fabricants de matériel, mais en fait on n'en a pas en France, hein, donc soyons lucides. Ouais. Ça fait 2 fois dans ce webinaire que j'entends parler de low-tech. Ça n'a pas été défini. Est-ce que l'un d'entre vous peut définir le terme? Parce qu'on entend surtout parler de high-tech d'habitude. Donc low, ça fait pas trop sexy d'habitude. Vas-y Lydie, je te sens motivé, non? Ou Louise, peut-être, je sais pas. Ouais, vas-y Louise. Ou tu veux que je me lance? Alors, moi, l'idée de low-tech que j'ai, c'est la possibilité d'arriver au même résultat, mais avec moins de ressources engagées, c'est-à-dire une efficience, en fait. Voilà. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et sans impliquer nécessairement une solution numérique aussi. Ok. Mhm. Euh, À deux, on a une bonne définition. il reste 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous, vous avez 1 minute, 1 minute 30 pour décrire qu'est-ce qui serait pour vous l'idéal au niveau pour la qualité de demain. Comment est-ce que vous faites? Donc on va commencer par Tristan. Bon, il a déjà écrit une nouvelle de quelques pages Vélo Utopia que je vous engage à lire sur le sujet, mais voilà. Donc Tristan, tu vas devoir résumer ça en 1 minute. Eh ben moi je rêve de logiciels qui soient tous en open source pour que chacun puisse les motiver, les modifier, les maintenir, comprendre ce qu'il y a dedans et comment ça marche et apprendre et que ça tourne sur du matériel qui est réparable et qu'on peut garder toute sa vie. Voilà, ça serait vraiment cool et c'est ce qu'on trouve dans Velour Utopia, donc ma nouvelle accessible sous licence libre sur Internet. Bruno, toi, quel Je serait crois l'idéal que, pour toi? enfin, je sais pas si c'est un idéal, mais effectivement, la capacité à être plus fluide dans le numérique, tout en ayant, je veux dire, une appréhension de l'impact, me paraît la situation idéale. La fluidité venant justement aussi bah, d'un meilleur voilà, qualité ergonomique, accessibilité, etc. Donc c'est cette combinaison qui est pas très facile à obtenir, et on le sait hein, quand on les développe, mais qui me paraît le Graal à rechercher. Ouais, merci. Et pour toi, Louise? Moi, je dirais en tant qu'utilisateur, utilisatrice, la capacité à comprendre ce à quoi on s'engage quand on utilise un service. Voilà, dernier exemple en date, ça fait 2 ans que j'utilise un Fairphone, et à chaque mise à jour, ils expliquent à quoi sert la mise à jour. Et ça, c'était la première fois de ma vie que on me le disait. Voilà. Et ça, c'est des choses qui changent. Vraiment, ça change. Ça nous permet de changer le regard sur les services qu'on utilise, et ça apporte de la confiance aussi. Ok, merci. Et mot de la fin pour toi, Lydie. Pour toi, la qualité idéale demain. Merci. Pour moi, la qualité idéale de demain, c'est remettre le numérique à sa place. Aujourd'hui, tout tourne autour du numérique dans nos vies. Le numérique, ça reste un outil. Et j'aimerais qu'on soit en capacité de sensibiliser les gens au fait que ça ne remplacera pas la qualité des relations qu'il y a entre les humains de demain. C'est un outil. C'est pas un objectif en fait. Si le numérique de demain empiète sur notre vision du monde et empiète
sur notre qualité de la relation entre les humains, pour moi, c'est un problème. Donc pour moi, la qualité de demain doit être au service de nos usages et pas devenir un centre dans nos vies. Okay. Bon. Merci. J'aime beaucoup cette conclusion. C'est ça qui avait lancé le travail sur la qualité durable avec une présentation que j'avais fait à la STLS. Donc je suis forcément en phase. Merci à vous tous. Voilà. C'était le dernier webinaire de l'année de la taverne. Cette année, on avait fait beaucoup de qualité durable. Voilà. Si vous avez des idées pour des prochains webinaires l'année prochaine, n'hésitez pas. C'est pas encore planifié. Et voilà. Encore une fois, merci à tous et merci aussi aux sponsors de la taverne qui permettent d'avoir une taverne où je ne paye pas de ma poche tout ce qui est hébergement, etc. Voilà. Donc Smart Testing, Certilog, Agilitest, All4Test et Testum. Bon. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et vous remercie encore une fois pour votre participation. Ça a été des échanges riches. On a réussi à tenir dans l'heure, donc ce qui est bien, mais je pense qu'on Bravo à avait toi. quelque chose à dire. J'ai fait le maximum pour que ça déraille, Ouais. j'ai pas réussi. Bravo à vous. Merci. Merci à Merci tous. à tous. Au revoir. Bon appétit. Au revoir.